Il manque juste le plat d'écran, Brigitte. Pardon? Il faut se mettre en présentation, oui. Oui. Bah, j'y suis. Ah ben voilà. Voilà, c'est parfait. C'est bon. Donc, je vais essayer de vous parler un peu du diagnostic de la borréliose de Lyme version biologie. Que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des recommandations par la HAS qui ont entraîné pas mal de polémiques. Et parmi ces polémiques, il y a eu les tests de diagnostic. Pour certains patients, ces tests de diagnostic n'étaient pas fiables. Je laisse les autres polémiques de côté pour ce soir. Donc, juste un petit rappel de la clinique de la borréliose de Lyme. La borréliose de Lyme, c'est avant tout un diagnostic clinique, la biologie ne venant que conforter ou infirmer la présentation clinique. Donc, avant, on parlait de stade primaire, secondaire, tertiaire. Maintenant, on parle d'atteinte précoce localisée, précoce disséminée et disséminée tardive. Donc, l'atteinte précoce localisée, c'est l'érythème migrant en premier lieu. Pour les précoces disséminées, on peut avoir les neuroborrélioses plus ou moins précoces, les arthrites, lymphocytome borrélien, cardiaque, oculaire, et vraiment les atteintes disséminées, où là, en principe, on n'a plus de problème de diagnostic biologique. Il y a des atteintes cutanées comme l'acrodermatite, les neuroborrélioses tardives et les arthrites récidivantes. Alors, petite diapo qui vient d'être présentée pour vous rappeler, et ça va être un petit peu important sur les tests diagnostiques, que les personnes qui se font piquer par une tique infestée sont loin d'être toutes après contaminées. Enfin, quand je dis contaminées, c'est développer des signes cliniques. Par contre, ça permet aux patients d'avoir été en contact avec la borrélie, donc éventuellement de développer des anticorps. Alors, les recommandations actuelles, en fonction des types de lésions, j'ai mis les critères européens. Avant, c'était les critères européens qui s'appelaient ECALB de 2011. Maintenant, c'est parti à EXBOR 2018. Et nous avons les recommandations françaises de 2019 qui ont fait suite au rapport de la HAS et des polémiques. Donc, après une piqûre de tique, tout le monde est d'accord, on ne fait rien, on surveille. Pour un érythème migrant classique, on ne fait rien non plus, sauf évidemment un traitement, mais ce n'est pas la peine de demander un test sérologique. En cas d'érythème migrant atypique, ce qui peut être demandé et réalisé, c'est une PCR ou une culture sur une biopsie cutanée, mais c'est franchement pas fréquent. Pour les atteintes disséminées, alors je sais bien que j'ai un public de médecins généralistes ou de pharmaciens, donc peut-être que vous ne faites jamais de PL, mais vous avez certainement des patients qui peuvent présenter ce genre de signes cliniques, les adresser à l'hôpital et comprendre ce qui a été fait. En cas de neuroborréliose précoce, après une ponction lombaire, on va en principe avoir une réaction lymphocytaire dans le LCR, la plupart du temps associée à une hyperprotéinorachie. Que dans le sérum. Donc, à ce moment-là, le diagnostic de neuroborréliose va reposer sur ce qu'on appelle la synthèse intrathecale spécifique, l'IgG. Votre connexion Internet est instable, je suis mal. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça peut couper par moment, du coup. Ah, bon, ben, j'espère que je vais pouvoir quand même continuer. Dans le cadre des neuroborrélioses très précoces, et je reviendrai après dessus, où la sérologie peut être prise en défaut, c'est le seul cas de figure où la PCR sur liquide céphalospinal va avoir un intérêt. Quand on parle de neuroborréliose semi-précoce, donc à une certaine distance de la piqûre de la tique, là, le diagnostic reposera uniquement sur la synthèse intrathecale et la PCR sera sans intérêt. Et vous pouvez constater que les recommandations européennes sont strictement identiques. Dans le cas d'arthrite, en principe, on a toujours une sérologie positive en IgG dans le sérum.
Si on fait une ponction de liquide articulaire, il sera inflammatoire. En examen optionnel, si on a un doute, on pourra réaliser une PCR soit sur liquide articulaire ou sur tissu synovial. Mais la sensibilité de la PCR est relativement faible, même si elle est très supérieure à celle qui se passe dans le LCS. Elle va être pas suffisamment importante pour éliminer une arthrite de Lyme parce que la PCR sera négative. On ne peut pas tenir compte de la PCR si on a franchement des signes cliniques et une sérologie très positive. Et les critères européens, vous voyez qu'ils sont strictement identiques. Pour l'atteinte cardiaque, là encore, ça va reposer sur la sérologie. Et pour l'atteinte oculaire, pareil, ce sera la sérologie. Et éventuellement, on peut faire aussi une synthèse intrathécale d'IgG et sur le LCS, mais en option, il peut être réalisé une PCR sur humeur aqueuse. Mais là encore, la sensibilité va être très variable, que ce soit sur l'humeur aqueuse ou sur le LCS. Pour les deux atteintes cutanées suivantes, c'est-à-dire le lymphocytome borrélien et l'acrodermatite chronique atrophiante, en principe, les titres d'IgG en sérologie sont toujours très élevés. Et lorsqu'on a des signes cliniques évocateurs, cela ne pose pas de problème. Mais on peut quand même conforter notre diagnostic par des biopsies et on peut réaliser de l'histologie, mais également une PCR, voire une culture sur ces lésions cutanées. Alors, le diagnostic biologique, il repose sur quoi? Tout d'abord, en première intention, on réalise un ELISA. Si cet ELISA est positif ou douteux, il y aura forcément un Western blot de confirmation, parce qu'on peut avoir des faux positifs en ELISA. J'ai mis entre parenthèses la mise en évidence du germe dans les produits biologiques par coloration et culture de Borrélie, parce que, les colorations, ce n'est plus réalisé parce que ce n'est pas rentable du tout, et la culture des Borrélie, c'est réservé à des centres spécialisés parce que c'est assez compliqué et très long. Par contre, la recherche génomique se développe pour la borréliose de Lyme, même si on va voir ses limites tout à l'heure. Alors, comment faire un diagnostic sérologique? Donc, je vous ai dit que c'était en 2 temps. Tout d'abord, je ne vous parle pas d'immunofluorescence parce que ce n'est plus pratiqué. Donc, l'ELISA, il faut savoir que les fabricants vont privilégier la sensibilité de leurs tests par rapport à leur spécificité, ce qui fait qu'on va avoir des faux positifs, surtout avec les IgM, qui en plus vont croiser avec d'autres agents infectieux, comme certains virus, voire des maladies auto-immunes, comme les polyarthrites rhumatoïdes, par exemple. C'est pour ça que derrière un ELISA positif ou douteux, il faut toujours s'assurer de la spécificité en réalisant un Western blot. En fonction des atteintes, on va avoir des sensibilités de la sérologie très différentes. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en cas d'érythème migrant, on ne préconisait aucune sérologie, et pour cause, puisqu'on aura moins de 50% des tests qui seront positifs, et dans ce cadre, on n'aura en principe que des IgM. Par contre, si votre érythème migrant s'est développé depuis 1 mois sans avoir été traité, là, on pourra avoir une sérologie positive. Ça n'a plus vraiment d'intérêt. Pour les atteintes précoces disséminées, donc que ce soit les arthrites, les neuroborrélioses, en principe, on a toujours un taux d'IgG augmenté, mais on peut toujours avoir la persistance d'IgM. Donc les IgM, on va revenir tout à l'heure, ça ne veut pas dire infection précoce. Enfin, pour les atteintes disséminées tardives, et je pense particulièrement à l'acrodermatite, là, on a toujours des taux très élevés d'IgG. Donc, je vous ai dit ELISA, Western blot en confirmation. Ça, c'est juste une diapositive pour vous montrer le principe du Western blot avec une bande qui est coatée avec différentes protéines et en fonction des spécificités de certaines bandes, on pourra conclure à un Western blot positif ou non. Je vous ai parlé tout à l'heure de la synthèse intrathécale en cas de suspicion de neuroborréliose. C'est le critère diagnostique de la neuroborréliose. Pour cela, il faut un sérum et un LCS qui sont prélevés le même jour. Mais auparavant, il faudra faire un dosage des IgG total du sérum et du LCS
par exemple en biochimie, de façon à faire après un rapport pour obtenir le calcul d'un index. Et en fonction de cet index, il y aura synthèse intrathécale d'anticorps spécifiques ou non. Autre alternative, on peut utiliser encore le Western blot, et là, on ferait un Western blot comparatif, sérum versus LCR, et dans ces cas-là, on aura des profils différents. Le Western blot n'est plus trop privilégié parce qu'il utilise une quantité très importante de LCR. Alors, point important, situation où la sérologie est inutile. Les sujets asymptomatiques. Le dépistage systématique des sujets exposés aux piqûres de tiques. Une piqûre de tique sans manifestation clinique, un érythème migrant typique, et aussi, on ne doit pas contrôler systématiquement la sérologie chez des patients qui ont été traités. L'interprétation d'une sérologie de Lyme, eh bien, dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'on ait toujours des renseignements cliniques, ce qui est loin d'être le cas. Parce qu'une sérologie, ça va s'interpréter en fonction de l'anamnèse et des signes cliniques. Autre point qui est classiquement retrouvé dans les livres, qui ne se vérifie pas toujours, c'est que lorsque l'on fait un traitement très précoce, par exemple pour un érythème migrant ou une neuroborréliose précoce, un traitement peut empêcher la séroconversion. Parfois vrai, parfois faux. Il faut aussi savoir qu'un patient qui a eu une maladie de Lyme va garder ses anticorps, en tout cas ses IgG, pendant très longtemps, plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de suivi sérologique post-traitement. La sérologie n'est en aucun cas un marqueur d'efficacité. Ce qui compte, ça va être l'évolution clinique. Un petit piège, mais ça ne va pas s'adresser vraiment, je pense, à la pratique en ville, mais à l'hôpital. Il y a des gens qui sont hospitalisés, je pense par exemple pour des suspicions de Guillain-Barré, et qui se retrouvent avec des injections d'immunoglobulines. Et on a la mauvaise idée de prescrire une sérologie post-injection d'immunoglobulines. Et là, on se retrouve avec des sérologies positives qui sont faussement positives. Et c'est un piège assez classique. Alors, question, les tests sont-ils fiables? Grosse problématique. Des patients qui sont séronégatifs. Je vous ai dit que pour l'érythème migrant, il ne fallait surtout pas faire de sérologie, surtout s'il est typique. Pourquoi? Bien parce qu'entre le moment où le patient s'est fait piquer et le moment où l'érythème migrant s'est développé, en règle générale, il se passe quelques jours, voire quelques semaines. Or, les anticorps, les IgM apparaissent environ en 15 jours, mais les IgG vont apparaître en pratiquement un mois. Donc, il y aura forcément un décalage entre le début de l'infection et l'apparition des anticorps. Donc, aucun intérêt, c'est la clinique qui prime sur l'érythème migrant. Quelque chose de plus ennuyeux, par contre, et ça se voit de temps en temps chez les enfants notamment, c'est dans le cadre de neuroborréliose précoce, c'est-à-dire qu'un enfant qui a été piqué par une tique et quelques jours plus tard développe par exemple une paralysie faciale. On fait des sérologies, on fait une ponction lombaire et on ne retrouve rien. Et c'est là où la PCR va avoir tout son intérêt. En revanche, les formes tardives séronégatives sont exceptionnelles aujourd'hui. Le CNR à Strasbourg avait fait un relevé il y a quelques temps. Il avait dû trouver 2 patients avec des arthrites séronégatives, mais avec des anciens tests diagnostiques. Donc, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi sensibles qu'à l'heure actuelle. Et un plus récemment, c'était un patient qui avait un traitement immunosuppresseur, mais très important. Donc, c'est rarissime les formes tardives qui sont séronégatives. Autre point important, lorsque un patient a des IgM, cela ne veut pas dire que c'est une infection active. Il y a des IgM qui peuvent être retrouvés très longtemps après une borréliose traitée. Autre point important sur les IgM, lorsqu'à une première sérologie, on ne retrouve que des IgM, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les fabricants privilégiaient la sensibilité à la spécificité, ce qui fait qu'on se retrouve avec des faux IgM. Parfois,
on les retrouve aussi au Western blot, ces fausses IgM. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours faire une sérologie de contrôle et on va regarder ce qui se passe. Si 3 semaines à 1 mois plus tard, on n'a toujours que des IgM sans augmentation ou apparition d'IgG, c'est probablement des IgM non spécifiques et le patient n'a pas de maladie de Lyme. Là encore, ça va être l'évolution clinique qui va primer. Autre point, dont je vous ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, la persistance des anticorps, est-ce que ça veut dire que c'est une persistance de l'infection? Non. Je vous ai dit que les IgG pouvaient être retrouvés très longtemps après le traitement. Et parfois, on peut aussi retrouver des IgM. Donc, surtout, ne pas retraiter parce que vous avez fait une sérologie de contrôle et que vous avez vu que le patient avait toujours des IgG. Là encore, c'est l'évolution clinique qui va primer. Autre point important, un patient qui a eu une borréliose de Lyme, traité, guéri, qui a des anticorps IgG, eh bien, ces anticorps ne sont pas protecteurs. Il pourra refaire une borréliose de Lyme s'il est de nouveau piqué par une tique. Ça, c'est un point important dont il faut se souvenir. Autre point, vous faites une sérologie de Lyme chez un patient qui ne présente pas de signes cliniques, mais qui, par exemple, est exposé aux piqûres de tiques. Vous retrouvez une sérologie positive. Cette sérologie positive ne signe pas une borréliose de Lyme. Ça veut dire que le patient a été piqué par une tique infectée, qu'il est entré en contact avec la borrelia et qu'il a pu développer des anticorps. Et autre point, et ça c'est très ennuyeux, mais pour le moment on ne peut pas grand-chose, c'est qu'il n'y a pas de test permettant de différencier une infection active d'une cicatrice sérologique. Donc là encore, ça va être la clinique qui va primer. Alors, 2 petits mots sur la mise en évidence du germe dans les produits biologiques. Alors, je vous ai dit l'examen direct après coloration à l'état frais, on oublie. Donc, je vous ai dit qu'il y avait la culture autrement et la PCR. Donc, la culture, ça peut se réaliser sur du LCS, sur du liquide synovial, pas vraiment sur du plasma, ou alors il en faut une très grosse quantité, ou sur un prélèvement biopsique cutané ou synovial. Les milieux utilisés, c'est des milieux très particuliers, très riches et qui se contaminent facilement. Le gros problème des cultures, c'est que ça a un délai de positivité qui est relativement long, 10 à 20 jours. En principe, on garde les tubes pratiquement pendant 2 mois. C'est une technique qui était une technique de référence pour les formes cutanées et ça permettait notamment d'avoir des souches. Ça ne marchait pas trop mal pour les biopsies cutanées d'érythème migrant et encore mieux pour les acrodermatites. Par contre, la culture d'un liquide céphalorachidien, ce n'est pas bon du tout, ça donne une sensibilité inférieure à 20%, donc très mauvaise. Et pour la recherche par PCR, donc la recherche génomique, cette recherche peut se faire sur les mêmes prélèvements que la culture. Quand c'est possible, dans certains centres, on peut la coupler à la culture. C'est un acte non inscrit à la nomenclature. Ça, il n'y a pas que cette PCR de Lyme qui n'est pas inscrite à la nomenclature. Alors, il faut savoir que la sensibilité, elle est similaire à la culture pour les biopsies cutanées, que ce soit d'érythème migrant, elle est un peu supérieure pour l'acrodermatite. Pour l'arthrite de Lyme, quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas exclure une arthrite de Lyme parce que la PCR était négative, la sensibilité, elle est au mieux de 60% pour les tissus synoviaux. Et là encore, il faut oublier pour le LCS et le plasma, c'est très mauvais. Alors, vous me direz, tout cela, on le connaît, ça n'avance pas beaucoup. Alors, il y a quelques autres tests, dont un qui est en évaluation, qui reste à standardiser, mais qui peut peut-être être un test qu'on va retrouver à l'avenir, dans certains cas uniquement. C'est le CXCL13. C'est une chimiokine d'intérêt dans les neuroborrélioses aiguës, mais avant tout traitement. Et dans les neuroborrélioses aiguës qui ne développent pas d'anticorps, puisqu'autrement, le diagnostic, c'est la recherche de synthèse intrathécale. Le problème de notre CXCL13, c'est qu'il est
en principe élevé dans le cadre de neuroborréliose, surtout si on a des signes cliniques et si en plus on a une pléiocytose au niveau du LCS. Le problème, c'est que ça manque de spécificité parce que ça peut être également élevé dans le cadre d'autres maladies comme la neurosyphilis, la cryptococcose, les méningites virales, les méningoencéphalites, voire les lymphomes du système nerveux central. Donc, le problème majeur pour notre CXCL13, qui est toujours plus ou moins en évaluation, c'est la détermination du seuil. Il faut quand même savoir qu'il y a des kits commercialisés pour cette détection du CXCL13. Il semblerait aussi qu'il ait un intérêt majeur pour sa valeur prédictive négative, ça veut dire que s'il est négatif, on n'a pas de neuroborréliose, et comme marqueur d'efficacité thérapeutique chez un patient qui a une neuroborréliose. Alors, il y a d'autres tests, mais qui, à l'heure actuelle, n'ont aucune recommandation parce qu'ils ont des données contradictoires en fonction des études. C'est un test de transformation lymphocytaire avec la synthèse d'interférons gamma et l'ELISpot, que vous connaissez peut-être parce que l'ELISpot est utilisé notamment pour la tuberculose. Et là, a priori, ça marche bien. Pour le Lyme, c'est une autre paire de manches. On a aussi le dosage des protéines membranaires comme le CL19. Donc, aucune recommandation à l'heure actuelle pour ces tests. Et enfin, il y a des tests qui sont absolument à proscrire, des tests que vous trouvez en pharmacie, des autotests. On ne sait pas trop avec quoi, ce qu'ils recherchent. Et en plus, ça ne nous donnera pas le diagnostic de borréliose de Lyme. La fameuse microscopie à fond noir pour rechercher des borrélies. Alors, si la microscopie à fond noir pour rechercher des borrélies, c'est efficace pour les borrélioses responsables des fièvres récurrentes attiques et à borrélie, pour notre borréliose de Lyme qui ne passe pratiquement pas, enfin en tout cas très peu de temps au niveau du système sanguin, on ne risque pas de voir des borrélies. Ça, c'est une jolie photo qui traîne un peu partout où les patients vous disent qu'ils ont des borrélies. Et eh bien, ce sont des témoins qui n'ont jamais rien eu. Autre test qui n'est absolument pas recommandé, c'est le dosage du CD57+. Et ce n'est pas la peine non plus de rechercher des borrélias sur du sang ou dans les urines. Je vous ai mis le bilan bioénergétique qui traînait à un moment dans des papiers. Là non plus, ça n'a aucun intérêt. Voilà, j'ai fini de vous parler des tests biologiques. Merci beaucoup, Brigitte. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, c'était très intéressant. Ça met bien les idées au clair. Moi, je veux bien poser une question, Brigitte. Du coup, on est toujours un peu embêté avec des patients qui ont un Western blot IgM positif. Tu t'en ferais quoi sur, par exemple, sur des symptomatologies, on va dire, douteuses? On ne peut pas exclure sur la symptomatologie que ce soit que ça puisse correspondre à une borréliose de Lyme. Et ils ont qu'en fait que des IgM, mais parfois avec 2 ou 3 bandes quand même au Western blot. Et par exemple, ils ont eu des antibiotiques, donc on se dit peut-être qu'ils n'ont pas complété leur Western en IgG. Et c'est vrai que le Western, on dit que c'est plus spécifique que l'ELISA. Et je trouve ça toujours perturbant. Alors, ton Western blot, il n'est positif qu'en IgG ou enfin qu'en IgM ou aussi quelques bandes en IgG? Alors, on va prendre l'exemple un peu extrême où il n'y a que des IgM et d'un patient qui a eu des antibiotiques assez précocement. Parce que finalement, quand il y a des IgG, je dirais que on arrive à conclure, on se dit, bon, la sérologie est positive, la clinique est atypique, mais on peut le retenir. Et c'est, voilà, on en a quelques patients qui ont un Western blot avec 2-3 bandes d'IgM, pas d'IgG, qui ont été traités précocement d'une symptomatologie, on va dire, compatible sans être complètement typique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans tous les bouquins, on te met qu'un traitement précoce peut décapiter l'apparition des IgG. Donc, on ne peut pas l'exclure. S'il avait une symptomatologie, okay, ad hoc. S'il n'avait pas une symptomatologie en faveur, je dirais qu'il faudrait mieux chercher autre chose, notamment des réactions croisées avec les IgM. Il n'y a pas des bandes plus spécifiques que d'autres sur le Western? Si,
Ça dépend des Western blot. Sur le nôtre, c'est la P25. Mais c'est sur le nôtre. Hein. Maintenant, les Western blot, là, c'est pareil. Il n'y a pas d'unité internationale en ELISA et il n'y a pas de consensus sur les Western blot. Par exemple, notre Western blot n'utilise pas la P41 qu'utilisent certains. Nous, il n'est pas utilisé parce que si la P41, en principe, est présente dans toutes les borrélioses, en revanche, elle n'est absolument pas spécifique. Elle croise avec tout un tas d'autres choses. Merci. Là, moi, je ne m'explique pas comment on trouve des autotests en pharmacie. Je suis désolée, mais les autotests ont... Alors, je ne sais pas, sur le rapport de la NSM, il y avait eu je ne sais pas si c'était des autotests qui avaient été testés ou des... il y a eu, la NSM, je ne sais pas, je crois que Strasbourg avait testé des autotests. Et en règle générale, ça dépiste pas mal des IgM, je crois, en plus. Et donc, on sait ce que valent les IgM dans le diagnostic de borréliose de Lyme. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces autotests. Mais il y a des autotests qui fonctionnent bien pour la grossesse. Il y a d'autres autotests, on ne sait pas trop ce qu'ils valent non plus. Hein. D'accord. Moi, j'avais une question sur les Western blots. Souvent, on n'a pas les bandes qui nous sont données. On doit vraiment se fier à ce que nous disent les laboratoires. C'est vraiment fiable, standardisé, l'interprétation des Western blots, ou il faut se méfier de certaines interprétations? Non, ce n'est absolument pas standardisé. Chaque fabricant a son propre critère de positivité. Et je dois dire que moi, notre kit a des critères de positivité. Avec une seule bande, par exemple, en IgG, c'est la bande VLSE, le test, le fabricant va dire que le test est positif en IgG. Quand j'en discute avec le CNR, il me dit « Oh là là, une seule bande, il faut se méfier ». Donc, non seulement il y a les critères de chaque fabricant, mais en plus, si on discute avec le CNR, ils ne sont pas forcément d'accord. Donc, des fois, c'est un peu problématique. Parfois, il n'y a aucun souci, mais il n'y a aucune standardisation, que ce soit au niveau ELISA ou au niveau Western blot. Et pour le moment, on n'y arrive pas. Mais en revanche, nous, on rend chaque bande, présence ou absence des bandes qui sont testées. Et pour avoir vu des comptes rendus d'autres laboratoires type Biomnis ou je ne sais plus quoi, ils rendent, c'est pareil, hein, ils rendent la présence de telle et telle bande. Donc en principe, ils devraient mettre les bandes présentes. D'accord. J'ai une dernière question. Il y a des choses qui nous sont posées souvent, mais je pense qu'il n'y a pas de choses particulières. Mais on a dit que les anticorps n'étaient pas protecteurs. Est-ce qu'il y a des petits trucs sur le plan microbiologique ou interprétation des tests qui feraient penser à une réinfection? On a souvent le problème, nous, de gens qu'on voit en consultation qui sont exposés régulièrement. Et on se pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une réinfection de par leur exposition, en fait, du coup? Alors moi, j'ai eu un cas de figure. C'était à l'hôpital, c'était une patiente de dermato qui avait fait une neuroborréliose et qui, quelques années plus tard, a fait un énorme érythème migrant. Et c'était un nom qui me disait quelque chose. Donc, on a retrouvé son sérum et on a passé les deux sérums en parallèle et il y avait une ascension des anticorps. Donc là, on était sûr de la réinfection. En principe, il y a une réascension des IgG. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir le sérum en parallèle et que le laboratoire ait gardé un sérum plusieurs années en arrière. D'accord. Le MyTest n'est plus commercialisé. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une question en Allemagne. Alors, les tests en Allemagne, en fait, les critères allemands officiels sont strictement les mêmes que les critères français ou européens. Par contre, il y a une clinique spécialisée en Allemagne
et qui pratiquent des tests larga manu, des tests dont on ne connaît pas trop la signification. Et je dirais que ce sont des tests tiroir-caisse. C'est des personnes qui font payer des tests très chers et qui n'apportent strictement rien aux patients. Mais sinon, enfin, en France, moi, les tests que j'utilise, ce sont des tests allemands, fabriqués en Allemagne. Donc, ce sont exactement les mêmes tests en Allemagne, en France. Mais par contre, il y a des laboratoires, je sais pas, des médecins allemands qui se sont dit spécialisés dans une certaine forme diagnostique de borréliose de Lyme. On adhère ou on n'adhère pas, mais pour moi, c'est une adhésion tiroir-caisse. Alors, par contre, je n'ai pas toute la suite, moi, là. Donc, il n'y aurait pas de maladie de Lyme sans sérologie. Je n'ai pas toute la question. Donc, il n'y aurait pas de maladie de Lyme sans sérologie positive. La borréliose n'est donc pas sous-estimée et sous-diagnostiquée en France par défaut de tests performants, comme certains le sous-entendent. Alors, de vraies borrélioses de Lyme qui passent au travers des mailles d'une sérologie, je n'y crois pas trop, parce que le CNR a quand même fait une enquête rétrospective et a trouvé très, très peu de cas d'authentiques maladies de Lyme à séronégative. Maintenant que la maladie de Lyme soit sous-diagnostiquée, moi, je ne l'exclus quand même pas complètement, parce que des médecins n'y pensent pas. Je pense que vous avez tous vu des patients venir en consultation pour une forme évoluée de la borréliose de Lyme parce que l'érythème migrant du départ n'avait pas été traité. Le médecin l'avait considéré comme un eczéma ou comme... Donc, je pense qu'il y a encore une sous-estimation de la maladie de Lyme chez nous. Parce que ou bien les patients ne vont pas voir leur médecin, ça arrive aussi, ou bien que personne n'y pense. Si on exclut les formes très précoces, bien sûr. Comment ça? Parce que dans la question, il n'y a pas de borréliose de Lyme sans sérologie de Lyme positive. Je dis si on exclut les formes très précoces, que ce soit oui. le migrant ou la neuroborréliose précoce. Et l'érythème migrant. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il n'y a plus de questions et puis il va être l'heure de conclure du coup. Donc, je vous remercie toutes les deux pour vos présentations qui étaient très claires et je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette formation. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé les présentations très, très intéressantes du coup. Voilà, on va vous renvoyer donc